auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat. Ça sera un débat de 1h30. C'est la fête et nous allons prendre notre correspondant depuis la Mecque avant qu'il ne rentre à Conakry. Et voilà, on va faire 1h30 pour faire plaisir à nos auditeurs. C'est la fête, c'est la fête, la grande fête de Tabaski. Je profiterai d'ailleurs pour souhaiter bonne fête à tous les musulmans du monde, bonne fête à tous les auditeurs, à tous les panélistes et bonne fête à tous nos membres sur nos différentes plateformes. Et je crois que vous avez passé une très bonne fête. Nous, on a passé une très bonne fête ici, du côté de Seattle. C'est comme ça se passe chaque année. Et je crois que cette année, ça a eu des turbulences avec le pèlerinage, mais je crois que finalement, tout est rentré en ordre du côté de la Guinée avec l'escroquerie de certains pèlerins. Mais voilà, la fête s'est bien passée puisqu'ils ont mis aux arrêts ces coupables-là, même sur Hadja Domani, il est parti en prison hier. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, nous souhaitons une très bonne fête à tous les auditeurs. Nous allons parler du pèlerinage aujourd'hui à partir de la Mecque avec Ali Abondi Conté, le correspondant de la radio Basse-Côte Internationale depuis la Mecque. On va le prendre tout de suite et puis on va parler un peu politique aujourd'hui puisque Ousmane Sonko vient de boucler une tournée en Afrique de l'Ouest avec ses pays voisins. Et vous avez suivi comme moi, Ousmane Sonko est un grand leader, mais qui, pour les Guinéens, n'était pas à la hauteur. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent de Ousmane Sonko. La société civile qui a demandé à Ousmane Sonko d'intervenir pour cette affaire de Bilo, Fonikemenge et autres. On va parler de ça parce que moi, je trouve ça comme une démission de la part de la classe politique guinéenne. C'est pour cette raison que moi, Sonko leur dit, moi, je ne vais pas me mêler dans les affaires internes d'un pays et ce n'est pas à moi de vous dire et de faire ce que vous devrez faire. Vous connaissez, moi, je suis un fruit de la société civile sénégalaise. À un moment donné, j'ai pris mes dispositions. Alors, mais c'est une foutaise de la part de même Sonko, parce qu'avec cette classe politique bidon guinéenne qui demande à Sonko de demander pardon à Mamadi d'intervenir, parce que c'est une question de dire à Mamadi et dire à Sonko, ouais, voilà, il faut intervenir. Mais qui s'en fout de Fonikemenge et de ces gens-là qui sont arrêtés? Il faut faire comme Sonko. Mais c'est tout. Sonko a été arrêté, il s'est battu lui-même. Mais les Guinéens, là, cette classe politique, ils veulent mettre Sonko dans cette affaire-là. Si vous êtes arrêté, vos leaders, ils sont partout dans le monde. Et personne ne veut rien faire. Mais pourquoi vous voulez déranger Sonko? Moi, en tout cas, je ne vois pas ça. Comme vraiment, je ne voyais pas ça comme une stratégie. Sonko, on pourra parler de la politique en général de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il est en train de faire, il cherche des bonnes relations avec ses voisins parce que même le Sénégal, économiquement, ils ont des problèmes. Donc, Sonko, lui, c'est un stratège. Il cherche des bonnes relations économiques avec les voisins parce que c'est pour faire passer son programme. Okay? Parce que s'il n'a pas de bonnes relations avec ses voisins comme Macky Sall le faisait, sur le plan économique, le Sénégal aura des problèmes. Donc, c'est pour cette raison, lui, il a créé cette approche de bon voisinage avec ses pays voisins pour faire passer sa politique économique. C'est tout. C'est ce que vous n'avez pas compris. Donc, vous, asseyez-vous en Guinée, continuez à quémander les politiciens
pour venir intervenir pour Fonikemenge et Bilo. Continuez. Vous n'avez rien compris d'abord. Personne ne mettra sa bouche. Vous avez créé des problèmes à ces jeunes-là et vous êtes incapable même de faire sortir même 2 personnes pour manifester partout dans le monde. C'est-à-dire, vos manifestations n'ont pas d'effet, rien. C'est ce que Sonko vous a dit. C'est pas moi. C'est ce que vous devez faire. On va parler de ça. Chacun va donner son point de vue. On va parler de la fête de Tabaski. Chacun va donner son point de vue par rapport aux événements de cette grande fête de Tabaski en Guinée. Et puisque les gens, on en parle seulement avec peine, les gens ont fait une fête dans la misère, quoi. Vous savez, la pauvreté atteint son apogée en Guinée. Les Guinéens vivent dans une pauvreté extrême, très, très, très extrême. Et ils ont difficilement passé cette fête-là. Mais, vous savez, c'est un peuple croyant. C'est pour cette raison, les gens qui s'amusent avec ce peuple-là, ils ont toujours mal fini. Tu as vu comment les gens finissent mal en Guinée. Tu vois, il a construit 2, 3 buildings après. Et quelques mois, il n'est plus à ce poste-là. Il vend ses buildings. Il se retrouve encore dans la pauvreté. Vous le voyez dans la... C'est ça. C'est ça la cause. C'est un peuple patient. C'est un peuple qui respecte ses dirigeants, mais les dirigeants ne se respectent pas. Voici ce qui se passe. Vous savez, cette année, chaque année, les ministres, et tous les Guinéens, les cadres, tout, les Guinéens d'habitude aiment aller passer les fêtes dans les villages, dans leurs villages. Et cette année, à mon grand étonnement, tous les ministres ont accompagné Mamadi à Kankan. On dirait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de village. Parce que le problème de la Guinée commence à m'inquiéter et Mamadi, lui aussi, il se plaît dans ça. Alors que ce n'est pas bon. Il faut demander à ces ministres de partir dans leur village. Dans leur village, vous allez fêter là-bas. Parce que la mamaya, là, que vous entretenez, ça ne marche pas. Ça va pas. Ça ne vous amènera nulle part. Mais je vous avais dit qu'ils avaient investi beaucoup d'argent dans la mamaya de Kankan. Le ministre, il a confirmé dans son interview à Kankan que la mamaya de cette année ne sera pas comme la mamaya, c'est-à-dire cette 85e édition de la mamaya sera au-dessus de celle de l'année dernière. Pourquoi? Parce que, je dis, ils ont reçu $1 million. À Kankan, les gens sont pauvres, pleins de fous, des aveugles, pas d'école, rien. Les gens meurent dans les mines. On donne $1 million pour faire danser les gens. Les ballets africains sont là, les ballets de Liba sont là. Des institutions qui rapportaient de l'argent autant de Sékou Touré. Si vous investissez $1 million aux ballets africains, ils pourront vous ramener $10 millions par mois, si c'est bien organisé. Donc, on va ouvrir ce débat. Chacun va donner son point de vue par rapport à ces 3 sujets-là. Comme je disais, ça sera un débat d'1h30, c'est la fête. C'est juste pour faire plaisir aux auditeurs et puis prendre notre correspondant du côté de la Mecque. Et là, Bondi Conté, il va nous faire un compte rendu rapidement. Et puis voilà, on se retrouve demain dans l'émission Le Grand Débat. Et puis on va continuer le reste. OK? Merci encore d'être venu. Merci, on a écouté Alain Foucault, 125e année ou 145e année depuis le partage de l'Afrique. Waouh! Le temps passe vite, hein?
ça fait 145 ans, c'est ce qu'il a dit, ou 125 ans, 125 ans, depuis qu'ils ont partagé l'Afrique. Voilà. Et est-ce qu'il est temps maintenant de faire une prise de conscience pour les Africains? Parce que tout ce que ces gens-là nous ont montré n'est pas rentré. Oh, et peut-être c'est nous qui n'avons pas pu profiter, ou c'est eux, c'était prémédité de mettre l'Afrique dans cette position. C'est cette question-là que Alain Foucault pose. Et moi, je crois que il a raison de poser cette question à tous les Africains conscients de voir maintenant sur quel pied danser 125 ans ou 35 ans après. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que l'Afrique nous doit faire? Moi, c'est ces débats comme ça que je veux participer. Ces débats, si j'avais les moyens, j'allais être à Lomé. C'est ces débats comme ça qui m'intéressent. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Est-ce que c'est une stratégie des Blancs ou cette stratégie des Blancs nous a amené? Ce partage de l'Afrique, ses avantages, ses conséquences, ses effets, et qu'est-ce que nous devons faire? C'est ces questions-là que nous devons nous poser en tant qu'Africains actuellement. Je suis d'accord avec mon frère Alain Foucault. On va chercher à l'inviter un de ces jours, puisque moi je suis d'accord avec au moins 90% des analyses qu'il entretient pour réveiller les consciences africaines. Il faut que l'Afrique se débarrasse de ces gens-là et que nous commençons à penser à faire le business avec ces gens-là 50-50. Ce n'est pas parce qu'on doit les rejeter. Non. On doit changer de stratégie pour comprendre que nous pouvons aussi faire ce que vous êtes en train de faire. Il suffit seulement d'appliquer les règles en jeu, comme ce qu'ils ont fait dans tout business. Quand toi, tu veux prendre 90%, moi, je prends 10%, ça ne va pas marcher. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi je vais te donner 90%? Parce que tu as la technologie? Non. Garde ta technologie. Tu vas voir si ta technologie va fonctionner et sans moi. Mettez les Africains dans l'agriculture. Fermez toutes les autres richesses là. Si ce n'est pas 50-50, fermez. Allons-y dans l'agriculture. Focalisons-nous dans l'agriculture. Industrialisons cette ce secteur-là. Ça finit, vivons de ça. Fermons nos ressources naturelles. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est eux qui vont venir. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie pour attirer le marketing. C'est-à-dire ça, c'est une stratégie pour attirer les investisseurs. Ils seront obligés de venir parce que sans ces matières premières, je vous donne un exemple. En RDC, tu sais ce que dit? Ils cherchent de l'argent pour aménager les plantations. Tout le Congo, allons-y dans l'agriculture. Je ferme tout. Le contrat est fini, je ferme tout. Vous allez voir ce qu'ils vont proposer pour les Congolais. C'est très facile. C'est pour ça des débats comme ça, moi je suis intéressé. On va voir si on pourra aller à Lomé pour participer à ce débat. Parce que on a quelque chose, on doit dire quelque chose dans cette réveil des consciences des Africains.
Merci beaucoup. Et voilà, Monsieur Camara, bonne fête à vous, Monsieur Sissoko, Monsieur Ousmane. Monsieur Bangoura, bonne fête à vous, à toute votre famille, bonne fête aux panélistes, bonne fête à tous nos auditeurs. Merci. Que l'année soit une année de réjouissance, de bonheur, de prospérité, surtout d'argent abondant dans tous les sens pour tenir compte et faire face à nos problèmes. Merci à vous. Et de paix et de tranquillité au paradis. Merci. Ah, M. Bangoura, les 140 ans là, c'est des anniversaires douloureux. Oui. Le partage de l'Afrique, comme l'a dit Alain Foucault, il faut rétablir un nouveau départ. Il faut que nous, les Africains, nous acceptions de prendre notre destin. C'est un défi existentiel. C'est-à-dire, il dépend de notre survie, de la race noire et surtout de la jeunesse. Il faut qu'on se départisse de certains égaux pour pouvoir arriver à résoudre le problème. C'est-à-dire, il faut se donner la main. C'est-à-dire que l'équation est tellement compliquée qu'on est obligé d'accepter beaucoup de choses. Vous avez vu la balkanisation de l'Afrique nous a créé continue de nous créer des problèmes parce que ça a divisé des familles, ça a divisé des communautés, ça a divisé des pays. Donc, pour résoudre ce problème, ce n'est pas facile. C'est fait sciemment. Donc, jusqu'à présent, on n'arrive pas à se retrouver. Il faut qu'on ait des leaders forts qui puissent venir autour de la table et voir le problème et trouver des solutions idoines pour pouvoir parler de développement et de la communauté ou bien du peuple africain. Il faut des rencontres comme ça de l'ONU, il faut multiplier cela. Mais il ne s'agit pas simplement de rencontres. Vous avez vu les États du Sahel, ils ont pris des actions fortes pour aller dans ce sens. Il faut que certains Africains pensent à prendre des actions sur le plan de la souveraineté pour pouvoir réclamer leur indépendance, faire des actions qui peuvent pousser vers la liberté, vers l'indépendance, vers l'autonomie. C'est-à-dire, tant qu'on ne sera pas maître de notre destin, il sera difficile d'avancer. Cela, d'abord, il faut se battre pour l'agriculture, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, il faut que nous ayons la politique de l'agriculture. Un ventre qui a faim, c'est un ventre qui n'a point d'oreille, c'est-à-dire qui n'a pas d'oreille. C'est difficile. Il faut combattre d'abord la faim, c'est-à-dire il faut qu'on produise ce qu'on consomme. Une fois qu'on a la maîtrise de cela, on pourra aller vers la maîtrise d'autres secteurs. Il faut maîtriser d'abord la consommation du peuple. C'est-à-dire, une fois qu'on a cette maîtrise, M. Bangoura, le reste viendra de lui-même. Le reste viendra de lui-même, sans forcer. Il faut combattre d'abord pour qu'on ait la maîtrise de l'agriculture. C'est-à-dire, consommons, il faut consommer ce qu'on produit. Une fois qu'on a cette maîtrise, on est moins dépendant de l'extérieur, les données vont changer. Voilà, les données vont changer. Mais si vous voulez discuter, alors que ce que vous mangez, ça vient de la Chine ou de l'Inde, il suffit simplement qu'on vous bloque là-bas et puis vous êtes à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est ça la vraie clé. Il faut que l'agriculture soit bien en avant. Bien en avant. Il faut produire ce que nous consommons. C'est impératif. Ça, c'est impératif. Et nous, avant d'entendre quoi que ce soit, c'est pour cette raison, moi, j'aimerais participer à ce débat de l'ONU. Vraiment, j'ai la chance. Parce que la solution, elle est simple. Il faut cette dépendance-là. Il faut
arrêter de dépendre des autres sur le plan alimentaire. Si nous pouvons... Ça, c'est crucial. C'est crucial. Si nous pouvons finir avec ça. La clé de l'équation, M. Bangura. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. On pourra faire de nos ressources minières tout ce qu'on veut. Si vous voyez aujourd'hui les pays qui s'en sortent un peu, dans lesquels on parle d'émergence ou on parle de développement un peu, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, le premier président a mis l'accent sur l'agriculture. D'abord, il fallait combattre la faim. Donc, au départ, la Côte d'Ivoire a maîtrisé quelque part sa consommation interne. Ça lui a permis d'investir et permis aux autres générations d'investir dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, vous voyez comment sont les résultats. Donc, il faut d'abord se battre pour produire ce que nous consommons. Les besoins doivent être... Consommer ce que nous produisons. Tout à fait. Il faut produire abondamment. Et Dieu a fait qu'on a les terres fertiles. Si on prend un pays comme la Guinée, dans les années 50, elle était considérée comme le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça veut dire qu'on a des terres, des plaines qui sont fertiles, qui peuvent produire en abondance toutes sortes de produits, toutes sortes de produits. Du riz à la banane, aux agrumes, on a tout pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire dans un cadre déterminé et puis dans un laps de temps. Si il y a une volonté politique affichée et les moyens sont mis, on peut atteindre ce truc. Et une fois que ça c'est atteint, il est évident que les autres secteurs vont suivre parce qu'on sera dans une position de mieux négocier notre sort, de pouvoir parler de transfert de technologie. Mais quand vous êtes dépendant sur beaucoup de points, il est difficile de vous imposer dans le transfert de technologie parce que partout on vous tient. Partout, Le carburant, on vous tient. Vous ne pouvez pas raffiner de l'essence pour votre industrie, votre... on vous tient partout. Même, M. Bangura, même le simple sucre, on l'importe du Brésil. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Lui, on l'importe. Le sel, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on produit sur le plan interne. Le riz, on n'en parle pas. Ça, c'est des tonnages et des tonnages qui viennent de l'Inde et de la Chine. Avec des commerçants qui n'ont pas de sens, quoi. Non sensés. Ils n'ont aucun sens des affaires. Produire, c'est-à-dire devenir avec... On ne peut pas toujours, comment on appelle, accuser les commerçants. C'est qu'on a une mauvaise politique interne, nationale. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui doit mettre en place des politiques de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faciliter l'importation ou la production de riz, il faut faire en sorte qu'on mette une politique de paysanne. C'est-à-dire que ces commerçants soient engagés à faire en sorte qu'ils soient plus attirés vers la production agricole que d'importer. Mais Aziz, on a parlé de ça. Si le gouvernement ne propose pas, si les commerçants savent que c'est quelque chose qui va dans leur avantage, il faut faire une proposition de partenariat avec le gouvernement. Aidez-nous. Oui, mais M. Bangura, qui va initier cela? Voilà, c'est ça. Qui va initier cela? Ce n'est pas les commerçants qui vont initier cela. D'abord, vous savez combien de fois ils sont limités sur le plan infrastructure, sur le plan technologique, sur le plan même de l'éducation. C'est le gouvernement qui doit créer des créneaux. On a eu des présidents qui ont créé des secteurs comme ça. Le président Félix Houphouët-Boigny a créé une politique d'accompagnement paysan. Les paysans ont été accompagnés à un moment donné dans les années 60 jusqu'aux années 70. Les paysans ont été accompagnés. On se rappelle dans les 70-80, il y avait la coupe, par exemple, du beurre agriculteur en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il y avait une incitation vers l'agriculture. Tout cadre ivoirien avait un lopin de terre dans son village qui produisait soit un peu le mignam, le manioc, les denrées de première nécessité. La plupart des cadres avaient des lopins de terre
on favorisait l'agriculture. C'était une politique du gouvernement. Donc je pense que c'est des domaines qu'il faut revoir, essayer de sensibiliser. Vous avez vu le dernier en cours, c'est le président Obasanjo, qui à son temps a créé des champions dans beaucoup de domaines. Il a créé une politique d'envergure qui allait dans sa vision. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a des secteurs porteurs aujourd'hui au Nigeria, c'est grâce à cet homme qui a eu cette vision de mettre en place. Aujourd'hui, les Nigérians sont dans la fintech, de la technologie financière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banques. UBA, par exemple, la banque africaine, elle est nigériane. Il y a beaucoup de banques comme ça sur le plan continental. C'est les Nigériens qui l'ont, parce qu'il y a eu un président qui a été visionnaire, qui a créé les conditions de développement de certains secteurs. Donc, il a mis le paquet, il a appelé un certain nombre d'entrepreneurs pour appuyer sur cette vision. Ils l'ont accompagné. Aujourd'hui, je sors du secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, le Nigeria est producteur dans beaucoup de domaines. Mais vous regardez, par exemple, l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, le Nollywood rivalise aujourd'hui sur le plan international. L'industrie cinématographique indienne, le Bollywood, parce que les moyens ont été mis aujourd'hui et dans le temps pour pouvoir propulser ce secteur. Ça crée de l'emploi, ça crée... Oui, ça a propulsé l'économie nigérienne. Donc, il faut des leaders visionnaires qui viennent mettre en place des politiques de développement. Et je pense que dans nos jeunes pays, là encore, il n'est pas trop tard de mettre en place certaines politiques de développement pour permettre d'organiser et de pousser cette jeunesse-là qui est aujourd'hui livrée à elle-même avec la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on est encore en train de rater le virage technologique avec l'IA. Vous voyez, l'informatique aujourd'hui, on n'est pas encore en train de suivre le pas. Parce que ça encore, c'est un gap qui va nous rattraper dans quelques années. Il faut se mettre dans ce cadre. Il faut des leaders qui comprennent dans ce sens et qui investissent et qui organisent d'abord, qui structurent le secteur et qui peut-être vont appeler des investisseurs soit locaux ou internationaux pour pouvoir accompagner ces secteurs-là. Parce que ce sont des secteurs qui sont porteurs. Vous voyez, c'est porteur. Et nous, chez nous encore, c'est vierge. L'agriculture, c'est pas aussi submergé. Il y a de la place. Il est possible de créer des champions dans certains domaines, dans le riz, dans les pommes de terre au fouta, dans le manioc, par exemple, en forêt. Il y a les agrumes. À Kimbia, vous voyez, on peut créer des champions. Les champions dans l'ananas, dans les oranges, dans les mangues, dans les jus de fruits, on peut créer des champions. Le monde en a besoin. Comme vous avez, par exemple, le nectar de mangue qui répond aux conditions internationales de pasteurisation. Vous voyez que vous allez vendre sur l'international. Mais il faut qu'il y ait un leadership qui voit cela et qui incite, qui appelle. Vous savez, je crois que dans la petite histoire, M. Bangoura, Obasanjo, je crois, c'était 3h ou 4h du matin, il a appelé Aliko Dangote. Dangote, oui. Il a dit, mon fils, je veux te voir. Il a dit, il dit, papa, comment? Il dit, à quelle heure il lui a donné l'heure? À 7h du matin, il était à Abuja. Il lui a donné sa vision. Voilà, je veux que mon fils, que tu m'aides à m'accompagner je veux créer des champions dans tel secteur. Après avoir déballé sa vision, Dangote a dit c'est faisable, pourquoi pas. Il s'est mis à sa disposition, ils ont créé des champions dans des secteurs. Aujourd'hui, c'est l'économie nigériane qui en a profité. Oui, qui en a profité. On ne peut pas faire la même chose. Mais quand tu vois le gouvernement de la Guinée, elle est différente. Bon, si nous on vient de la planète Mars, peut-être. On est unique à notre genre. On copie les mauvais exemples, mais on ne peut pas copier les bons exemples. C'est pour cette raison, moi, je suis intéressé à ce débat de Lomé,
et c'est pas, et on va rentrer en contact avec moi. Je veux participer à ce débat-là. C'est vrai. Je crois qu'il faut faire la publicité du groupe Massa qui s'inscrit dans l'esprit panafricain de souveraineté de l'Afrique. Je crois que déjà ils ont une plateforme. Il faut aller sur cette plateforme d'abord, participer à la plateforme, avoir beaucoup plus d'informations. Je crois qu'il faut créer plus d'intérêt, susciter plus de curiosité envers nos auditeurs vers cette plateforme Massa. Je crois qu'il est en train de faire tâche d'huile, qui est en train de marquer le pas vers l'organisation, la structuration du continent africain vers son développement. Je crois que ces débats sont intéressants et nous appellent vers notre devoir citoyen en tant que citoyen du continent à jouer notre rôle. C'est-à-dire qu'il faut participer au développement de l'Afrique. Il faut choisir des secteurs pour faire un impact durable vers une souveraineté, vers un développement, vers un changement potentiel ou qualitatif des conditions de vie des populations africaines. C'est encore faisable. Il ne faut pas qu'on s'endorme vers le discours de l'Occident qui veut nous maintenir dans l'esclavage. Dans cette édition-là. C'est fait exprès. Et le fond que le modèle est déjà établi, il ne faut que l'adapter à l'évolution de l'Afrique. Vous voyez, des révolutionnaires comme Ibrahim Traoré, ils n'en veulent pas. Ils vont créer tous les problèmes du monde pour qu'on puisse dénigrer. Et nos intellectuels, les intellectuels que nous sommes aussi, nous sommes moulés à l'école occidentale. On n'est plus critique. On est tellement critique qu'on critique même notre développement. C'est-à-dire, si vous, M. Bangwa, vous venez avec un esprit d'évolution, de changement qui nous permet d'aller vers l'évolution, moi, en tant que bon intellectuel de l'Occident, je vais vous poser des problèmes en étant critique. Au lieu de vous aider à construire dans le sens du développement de l'Afrique, je vais être critique et cette critique-là va vous empêcher d'évoluer et d'atteindre des objectifs. C'est ça le problème que nous avons. Les intellectuels que nous sommes, nous faisons plus de mal à l'Afrique que nous l'aidons. Vous voyez le problème de démocratie aujourd'hui, M. Bangoura. Le problème de démocratie aujourd'hui crée plus de problèmes structurels à nos pays parce que c'est la voie par laquelle ils déstabilisent les pays africains. Pendant que eux, à leur temps, il y a 200 ans peut-être, ils créaient leur modèle de société, il n'y avait pas d'esprit critique en ce moment pour remettre en cause la structure qu'ils voulaient mettre. Au moment où M. Bangoura, les Edison essayaient de réunir les 13 colonies pour pouvoir parler d'indépendance et tout, ils l'ont fait à leur image, à l'image d'un groupe. D'un groupe, un groupe. Et pour arriver à ce résultat-là. Vous voyez, ils n'ont pas eu en ce moment des esprits critiques qui pouvaient les empêcher de mettre en place, malgré les erreurs qu'ils faisaient. C'était un groupe d'individus qui se sont réunis, qui avaient une vision. Oui, cette vision se sont imposée. Ils ont dit, ouais, ok, on peut exploiter ce peuple-là dans ce sens. You know? Parce qu'avant cela, ils s'exploitaient entre eux, ils se tuaient entre eux. C'est quand ils ont vu, quand ils ont vu une race noire, ils se sont dit, écoutez, mais au lieu de se tuer entre nous, on peut exploiter ce peuple. Alors, c'est comme vous l'avez dit, c'est une question d'hommes. C'est des hommes qui sont venus avec cette proposition, et puis ça a changé les donnes à leur niveau. Parce qu'eux, ils se tuaient des centaines de milliers de personnes entre eux. C'était la guillotine, c'était la barbarie. Mais dès qu'ils ont eu l'opportunité pour changer la tendance, ils l'ont fait. Ouais, vous avez vu le cas, par exemple, prenons le cas des sociétés qui sont organisées. Prenez le cas de la Chine, M. Bangoura. C'est avec l'arrivée de Mao Tse-tung et ses amis, ils ont créé cette révolution chinoise. Ils ont créé leur propre monnaie, ils se sont regroupés, ils ont mis une vision en place, voilà ce que ça a donné. Un groupe d'individus qui sont venus, ils ont imposé une vision à tout un peuple avec une main de fer.
Et jusqu'à présent, ça continue, mais ça produit un résultat. Aujourd'hui, Non, mais, c'est pas la première puissance, c'est l'une des premières puissances économiques aujourd'hui. Au monde, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des hommes, hein, c'est-à-dire il faut se sacrifier, il faut accepter à un moment donné de se sacrifier pour son pays. Et c'est ce que nous n'avons pas d'abord, Aziz. Voilà, mais on a un exemple aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On le traite de voyou, de bandit parce qu'il est venu par les gens. Le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré. Il veut restructurer, mettre en place un nouveau modèle de société au Burkina. Mais il a tous les problèmes du monde parce que on va parler de droits de l'homme, on va parler de démocratie, on va parler d'ONG, pendant que ces ONG sont financées par l'Occident pour déstabiliser à l'intérieur. Vous comprenez? Voilà, donc revenons en Guinée. Voilà. Revenons en Guinée. Domani est arrêté. M. Camara, écoutons Maître Béavogi. Je l'ai dit, Maître Béavogi, petit mais il se met dans les problèmes. Je l'ai dit ici. D'abord, tu prends des cases qui sont compliqués pour toi. Et tu veux bien aider, mais tu prends des cases qui ne sont pas... bon, il arrive, je dis, mais sans quoi, il est très intelligent. Hein? Le petit, il est très intelligent. C'est un bon avocat. On va l'écouter cette fois. C'est ce qu'il pourra s'en sortir. 140 ans déjà. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, ils se réunissaient entre eux pour se partager l'immense gâteau. Ils se sont donné rendez-vous loin de chez nous, sans nous, pour se partager nos richesses, pour nous diviser au gré de leur plan. 14 pays. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et Suède-Norvège. Ainsi, pour s'approprier nos terres, nos minerais, nos sols et sous-sols, et nous-mêmes, ils nous divisaient, créant entre nous des frontières qui n'avaient de logique que leurs intérêts propres. C'était la conférence de Berlin qui allait définitivement changer le visage de l'Afrique, qui allait nous balkaniser, nous opposer pour mieux nous exploiter. Nous en avons hérité et avons accepté, malgré nous, l'intangibilité des frontières héritées de ce partage unique. Source évidente. Voilà, on cherche la Hadja Domani. Mais Aziz, elle a été arrêtée, c'est ça. Je crois que le computer est en train de process the file. Mais elle a été arrêtée, hein. Elle a été arrêtée, c'est ça. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle, mais est-ce que c'est pas le médecin après la mort là? Est-ce que c'est... Oui, mais M. Bangoura, est-ce qu'il y a eu une enquête sur cette affaire? Elle a été arrêtée, c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a une enquête interne qui nous permet de faire la situation sur cette affaire-là? Parce que arrêter une personne aujourd'hui et puis on s'arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas parce que cette personne peut être soumise à beaucoup de contraintes et dire des choses malgré elle. Est-ce que cette situation a été faite? Est-ce qu'il y a eu une enquête? C'est-à-dire qu'on est toujours... Non, mais elle a reconnu, quoi. C'est-à-dire, elle a reconnu les faits. Elle a montré là où l'argent a été déposé. Bon, elle a pris le devant, quoi. Avant qu'on arrive à... Là, nous n'avons pas de savoir les tenants et les aboutissants pour nous expliquer ce qu'il y a, parce qu'il faut profiter de cette opportunité pour nettoyer ce secteur-là. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, parce qu'on va lui faire porter tout le chapeau, alors qu'elle n'est que la partie visible. Elle, en tant que citoyenne, d'abord, son niveau d'éducation ne lui permet pas de mettre en place tout un réseau comme ça, aussi bien ficelé. Ça veut dire qu'il y a des complices un peu partout, dans l'administration, dans le privé, dans l'informel, en fonction des informations que nous avons reçues. Une enquête indépendante aurait permis de faire le point sur cette situation et prendre à l'avenir des résolutions idoines pour permettre de nettoyer ou démanteler ce secteur-là. Parce qu'on va lui faire porter le chapeau à elle seule pour permettre peut-être de couvrir certaines personnes,
Et puis c'est fini. Et après elle, la vie continue. Hein? La même chose va reprendre encore l'année prochaine parce que les mêmes personnes seront cachées derrière elle. On ne saura pas qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. Et elle seule ne peut pas porter le chapeau, M. Bangoua. Ce n'est pas possible. De la Ligue islamique jusqu'à dans l'administration et mettre en place un réseau pareil, elle ne peut pas seule porter le chapeau. C'est impossible. C'est inexplicable. Elle n'a pas cette capacité-là de mettre en place, M. Bangoua. Moi, je vais être, jusqu'à preuve du contraire, je vais être convaincu de ça. Celle dont on parle là, elle n'a pas la capacité de mettre en place un réseau aussi complexe que ce réseau. Complexe, ouais. Non, là, je suis d'accord. Ça, c'est évident. C'est évident. Elle n'est pas seule. Une femme illettrée comme ça ne peut pas mettre un réseau aussi organisé de 400 et quelques personnes comme ça pour les anarquer. Mais ce qui est encore plus grave dans ça, ils ont promis à ces 416 personnes-là qui seront prioritaires l'année prochaine. Bien sûr, moi, mon inquiétude, une telle somme comme ça, jusqu'à 30 milliards de francs guinéens, est-ce qu'il est temps, d'accord, vous avez garanti ces 400 et quelques personnes-là qui seront prioritaires l'année prochaine, mais par rapport au remboursement des sommes-là, est-ce que c'est le gouvernement qui doit garder l'argent là dans le compte, puisque Hadja Domani a dit qu'elle a 27 milliards dans son compte, et demande à Mamadi de prendre cette somme-là pour rembourser les gens. Est-ce qu'il faut rembourser ces gens-là maintenant? Ils n'ont qu'à garder leur argent eux-mêmes. L'année prochaine, s'ils veulent partir, comme ils sont prioritaires, revenir avec leur argent, ou c'est l'État qui doit maintenir ces sommes-là dans leur compte? Parce que moi, je n'ai pas confiance. Ils vont confier ces 30 milliards à quelqu'un. On a parlé de ça la semaine passée. Et M. Lagata Fanny, voilà. Tu vas regarder donner ça à quelqu'un là-bas, c'est quel compte? M. Bangoua, l'année prochaine, vous allez venir trouver là-bas 0 francs. Il y a tellement de trous dans les caisses de l'État. 0 francs pointé. Vous allez trouver notre histoire là-bas, dormez debout. Remettez l'argent aux ayants droit. Maintenez leur position pour l'année prochaine. À l'heure indiquée, ils viendront avec leur somme déposée à qui de droit pour qu'ils puissent faire leur plaisage. Point final. Notre Kobe Taroki Yomuna, Amanyanje Ki Yomuna. Parce que le gars, il va en faire son fonds de commerce. Et le Guinéen n'a pas peur. Il va investir ça dans quelque chose. Au moment venu, on va l'appeler pour déposer ça. Ah, vous savez, c'était ici, le compte ça. Une autre histoire à dormir debout. Le Guinéen n'a pas peur, il n'a pas honte. Il prendra l'argent et va le mettre quelque chose d'autre. À moins que Mamadi lui-même garde l'argent là, puisque c'est lui le premier responsable. Sinon, moi, je pense que c'est un risque qu'il ne faut pas courir. S'ils ont pu recouvrer l'argent, remettez l'argent aux ayants droit. Voyons, ou bien vous le maintenez leur priorité par rapport à l'année prochaine. L'année prochaine, dès que ça commence, les 416 noms sont déjà attribués par l'une des meilleures agences de la place. Ils viennent faire leur dépôt là-bas, on leur donne ce qu'on doit leur donner, les vaccins, whatever, tout ce qu'on doit leur donner, et puis tout est joué. Il faut faire la campagne des agences là. M. Bangoua, ça c'est très simple dans le pays là, de savoir quelle agence est légale, quelle agence n'est pas légale. C'est parce qu'il y a un réseau qui ne dit pas son nom. Ces agences-là travaillent avec des agents de l'État, clair et net. Ils sont en complicité. Donc, s'il n'y a pas une enquête sérieuse, les mêmes personnes-là seront tapées encore dans l'ombre, cachées. On va faire porter le chapeau à la dame-là. Comme déjà elle a peur pour sa tête, on va lui faire porter tout. La pauvre, elle ne sait pas comme ça, qui sait. C'est-à-dire, peut-être Maître Béa peut l'aider, mais là où elle veut sauver sa tête, et à tous les prix, elle est prête à sauver sa tête parce que ses complices ont disparu, personne ne vient l'aider. Donc là, on va lui dire de faire des choses, elle sera obligée de le faire parce qu'elle veut sauver sa tête. Elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Elle ne connaît pas le danger de l'action qu'elle a entreprise. Donc là, maintenant, tous les moyens sont bons pour sortir. On va lui dire, bon, il faut dire c'est toi qui as fait ça, toi qui as fait ça. Elle va répondre.
les aveux, M. Bangoura, ne sont pas suffisants dans ce cadre-là pour la recherche de la vérité. Parce qu'on peut lui faire dire tout ce qu'on veut et lui promettre de sauver sa tête. Donc, il va falloir qu'il y ait une enquête sérieuse. Il faut que le président Mamadi soit sérieux sur ce dossier s'il veut résoudre le problème de pèlerinage à Guinée. Ces faux administrateurs, ces faux cadres qui sont là-bas, qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'ont peur de rien. Ils ne voient que l'argent. C'est eux, c'est la Ligue islamique, juste dans les différentes administrations. Ils revoient comment l'attribution de ces quotas-là, comment ça se fait. Quand vous avez un quota, comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut mettre des règles sérieuses par rapport à ces quotas qu'on donne aux administrations. C'est-à-dire chaque administration a des quotas. Qu'on fasse en sorte qu'il soit impossible de revendre ces places-là une fois que c'est attribué. Si c'est donné à une administration, il faut faire bénéficier les cadres. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas accepter qu'on puisse monnayer. C'est là-bas où le problème commence, M. Bangoura. Lorsque, par exemple, une administration a 100 places, par exemple, l'administration peut donner à ses fonctionnaires ou bien à leur famille une quarantaine de places. Les 60 places-là, si on donne aux gens, les gens le revendent encore sur le marché noir. C'est ce qui amène ces problèmes. Il faut essayer de réglementer ces quotas. Il faut réglementer ces quotas de telle sorte qu'il y ait une certaine rigueur. Pas monnaie des quotas. Une fois que c'est donné, par exemple, au ministère de la Pêche, 10 places aujourd'hui autorisées cette année, qu'on puisse attribuer ces 10 places aux fonctionnaires ou bien les ayants droit ou leurs familles, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est attribué de manière... ils ont des critères là-bas, c'est attribué à ces différents administrateurs. Mais certains revendent ces places-là. C'est ce qui amène ces complicités. Donc, s'il n'y a pas une enquête sérieuse, M. Bangoura, cette dame va prendre la charge de tout ce réseau-là. Ah, mais c'est ce qui se passe. C'est pas cette dame, elle a déjà pris. Hein. C'est pour cette raison on veut en parler. Est-ce qu'elle est seule? Oui, mais comment vous allez savoir s'il n'y a pas d'enquête? On va se dire, ouais, elle a avoué, elle a fait ce qui est. Avouer que être fait partie d'un réseau ne peut pas dire que c'est toi qui as fait le réseau, qui a la tête, quels sont les membres du réseau, quels sont il faut même établir quelles sont les complicités dont elle a bénéficié et à quel niveau. Comment est-ce qu'elle est arrivée à avoir la possibilité d'avoir les vaccins, d'avoir les tenues qui sont attribuées à ces pèlerins-là, à titre unique par la Ligue islamique. Comment est-ce qu'elle est arrivée? Quels sont ses réseaux? Quels sont ses contacts? Mon frère, ce qui est énervant, pourquoi c'est quand seulement le chef de l'État parle, intervient, que la police doit jouer son rôle? Mais M. Bangoura, je suis venu tomber sur une vidéo ce matin. Ce matin, c'est quand le président est arrivé hier à 17h le matin, on commence à arroser la ville de Cancan. Là, les gens, il y a un monsieur qui était fâché qui dit, mais c'est de la fausseté. Ils ne font que ça parce que le président est venu. Mais la population était en train de dire, mais c'est de la fausseté. Ils ne font rien. Bonsoir, M. Bangoura. Mais M. Kamara, ce qui est bizarre, c'est parce qu'il a donné 1 million à cette institution-là de Mamadi. Même le fait de donner 1 million, ça ne fait ni chaud ni froid. Ils ne font rien, ils ne font que bouffer l'argent. Mais le peu de travail qu'ils font, c'est parce qu'il est là-bas qu'ils le font. La population est en train d'attester ça. Ils ne font rien en temps normal, même avec les 1 million, ils ne font rien. C'est de peur de sa présence qu'ils sont en train de faire des bricolages pour son séjour. La population est en train de... Mais on donne le micro-baladeur aux gens, ils sont en train de confirmer. Ils ne font rien en temps normal. Les 1 million de dollars, vous pensez c'est quoi? Mais ça va dans les postes, ils se partagent ça. Rien n'est fait sur le terrain. Rien, absolument rien. C'est du gâchis simple, tout est simple. Wow. Et ce qui est pire, ils vont aller faire ces manifestations dans la poussière. Les gens vont avoir la sumité, ils vont avoir le palu, ils vont tomber malades là-bas, après il faut aller dépenser encore l'argent. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Ils ne peuvent même pas mettre en place
une salle ou bien un endroit adéquat pour pouvoir contenir tout ce monde-là. Construire quelque chose de potable pour la ville, au profit de la ville de Kankan au moins. Tout cet argent est dépensé, mais qu'est-ce qu'ils font en termes d'investissement visible au profit que la ville de Kankan peut au moins profiter après leur départ? Les populations se plaignent. Il paraît qu'ils ne font que du matu-vu parce que le président est venu. Ils ont commencé à arroser les routes pour peut-être qu'il n'y ait pas de poussière. Mais les gens, le monsieur, il n'a pas arrêté. Hein. Il a fait la vidéo, il dit c'est de la fausseté. Et la population était autour. On donne le micro, mais ils ont dit clair. Si je tombe encore sur la vidéo, je vous l'enverrai. Mais c'est grave. Les populations disent qu'ils font rien du tout. C'est parce que le président est rentré hier à 17h qu'ils font semblant de faire certains travaux pour pouvoir au moins retenir son attention. Les $1 million, il ne faut pas compter sur ça. Ça part dans leur poche. Ça, c'est un partage. Est-ce que même les organisations de la Mamaya auront accès à ces fonds? C'est ça le problème. C'est très grave. Alors, une dernière question avant de prendre Sissoko. Sonko a rejeté, il n'a pas rejeté, il a dit qu'il ne peut pas s'interférer dans les affaires internes des pays. Et ce n'est pas à lui de dire à la classe, à la société civile guinéenne ce qu'elle doit faire. Alors, M. Camara, c'est ça, c'est très simple. C'est très simple. Qu'est-ce que cette classe politique-là, cette société civile-là veut de Sonko? Sonko s'est battu lui seul avec son parti et ses amis pour être là où il est. Ils viennent je ne sais pas, les gens qui sont mis en politique en Guinée, là, je ne sais pas comment les qualifier. Ils demandent à Sonko. Je ne veux pas avoir de qualificatif pour ces gens-là. Voilà, on ne sait pas de quel côté ils sont. Je ne sais pas. Ils demandent à Sonko de se mêler, de parler de Fonike Mengue. Tu penses qu'il est fou? Qui s'en fout de Fonike Mengue? Fonike Mengue comme Sonko. Tu veux devenir Sonko, mais on s'en fout de toi. Fais ta lutte. Et ils sont Sonko, il faut parler. Mais dis-moi le monde dira quoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est ce que Sonko a dit là. Aurait été moi à la place de Sonko, c'est ce que je lui ai dit. Moi, je m'en fous de vous. J'ai fait ma lutte. Faites votre lutte. C'est votre pays. C'est votre pays. Si vous ne pouvez pas faire libérer, vous ne pouvez pas faire libérer Fonike Mengue et ces gens-là qui parlaient pour vous, qui se sont battus pour vous. Mais moi, ne me mêlez pas dedans. Vraiment, ces gens-là, c'est-à-dire, c'est des bonariens, quoi. Vous ne pouvez pas vous battre pour demander la libération de Fonike Mengue. C'est à Sonko que vous demandez d'intervenir. C'est un peu bizarre de leur part. Mais il faut l'en parler, quoi. Quand j'ai vu ça, la semaine dernière, j'ai dit, mais Sonko a bien fait. Moi, j'étais d'accord à ce que cette classe politique, la société civile aille rencontrer Sonko pour qu'ils aient vraiment, ils s'inspirent de lui, quoi. Mais pas venir avec des questions bidons comme ça. Il faut parler de Fonike Mengue. Fonike Mengue à Conakry, vous êtes là-bas. Vous avez peur des armes. Sonko, lui, il est parti contre les armes. Attends, vous êtes sûr que Fonike Mengue à Conakry? Ça, c'est son problème. Ça, c'est leur problème. Le cas de Fonike... Moi, il m'écoute, hein. Je lui ai dit, tu es dans les faux problèmes. Parce que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils disent. Si tu avais affaire avec des hommes conscients, qui avaient une vision, qui savent là où ils veulent partir, comme Sonko, c'était bon. Comme Sonko, il était en prison, il dit allez-y sur cette direction. Mon frère, tu n'es pas là sur ce chemin, tu n'as pas affaire à des gens. Moi, j'ai dirigé à un moment, hein, je donne conseil. Tu n'as pas affaire à des gens qui ont une vision de la Guinée comme Sonko. Non. C'est les visions personnelles, eux. Donc, si tu veux continuer, c'est ton problème.
chacun a sa vision. Nous nous battons pour la Guinée. Et parce que moi, je ne vois pas ma personne me battre pour un individu. Ce n'est pas possible. Je me bats pour une vision, pour le développement de la Guinée, pour que la Guinée s'en sorte. C'est tout. C'est tout. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est tout. Moi, je n'ai plus ce temps-là à me battre, parler de quelqu'un ou de... Non, non, non. J'ai ma propre vision du développement de la Guinée et je sais que quand j'ai des gens qui ont la même vision que moi, on pourra faire quelque chose pour notre pays. On ne peut pas faire tout, mais on pourra apporter notre contribution, notre part de contribution. C'est comme ça que moi je vois. C'est ça. Et ce que Sonko a dit, il a raison. Il a raison. Monsieur Camara, merci. On va donner la parole à M. Sissoko. M. Sissoko, bonsoir, bienvenue. La Mamaya à Kankan. Et c'est ça, ils ont promis que la Mamaya, la 85e édition, ne sera pas comme les autres parce qu'ils ont pompé $1 million. Enfin, on peut comprendre. C'est ce que Moussa Moïse nous fait comprendre, que ça sera une Mamaya spectaculaire cette année, pas comme les autres. M. Sissoko, bonsoir. Je ne sais pas si Sissoko m'entend, si son micro n'est pas fermé. Attendez. M. Sissoko, tu as fermé ton micro là. Hein. Il faut. Voilà, je ne sais pas. Alors? Voilà, M. Sissoko, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à tous les auditeurs sur la radio. Bonne fête, bonne fête à vous et à tous les auditeurs, M. Camara, et tous les autres. Bonne fête. Longue vie, santé et prospérité. Oui. Que le bon Dieu nous donne longue vie. Longue vie. Tout ce qu'on est venu chercher ici, que le bon Dieu nous donne ça, pour qu'on puisse rentrer dans notre pays tranquillement. Et Dieu exauce nos prières. Amen. Oui. Merci beaucoup, M. Bangoura, de m'avoir donné la parole. Une fois, saluer encore tous les auditeurs sur la radio. Oui. Et en ce qui concerne l'affaire de Tabaski, ça s'est bien passé, on a bien fêté. Alhamdulillah. On a fait nos prières, alhamdulillah. Que Dieu nous donne longue vie. Maintenant, le cas de notre pays, la Guinée, Mamaya, la fête de Tabaski, effectivement, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, il s'est déplacé pour aller fêter cette fête de Tabaski chez lui là-bas à Kanka. Mais ce qu'on nous étonne, Mamadi, il va chez lui, on n'a pas de problème sur ça. Chacun doit aller chez lui. Mais en partant chez lui, comment tous les ministres là puissent prendre leur bagage aussi, aller suivre Mamadi Doumbouya à Kanka. C'est-à-dire que tout le monde a un village, M. Bangoura. Tu peux aller dans ton village, aller faire la fête là-bas. Mais chaque fois qu'on est en train de voir, quand il y a la fête, le président se déplace, on a créé vite. C'est-à-dire tout le monde va sur Mamadi Doumbouya aller fêter à Kankan. Lui, il va chez lui. Mais toi, tu es ministre. Pourquoi toi-même, toi, tu ne vas pas chez toi? Je me rappelle, le père, Général Lansana Conté, père à son âme, et il disait à ses ministres, le plus souvent, les gens Lansana Conté nommaient les ministres là où tu viens. Il dit, il faut aller là-bas travailler. Allez chez toi pour que ta population te connaisse. Allez chez vous. Lansana Conté encourageait les ministres d'aller chez eux. Allez. Allô, oui. Voilà. Lansana Conté encourageait les gens, mais lui-même, il était paysan. Vous avez vu à Bramaya là-bas, chez lui, Bramaya Ouassou, Lansana Conté il avait réalisé chez lui là-bas. Il avait ses champs de plantation chez lui à Bramaya. Donc, c'est un exemple qui donnait à tous les ministres d'aller travailler chez eux. Moi, je pense qu'ici, à la fête, au lieu d'aller suivre le président, là où tu viens, il faut aller faire quelque chose là-bas, aller là-bas dans ta région pour que les gens puissent te connaître. Mais ce qu'on a vu même Moussa Maurice là, qui est ministre de la Culture là. On est en train de apprendre comment danser Mamaya. Vous comprenez? Comment danser Mamaya pour aller à Kanka là-bas. Lui aussi, il va se mettre dans les rangs pour danser Mamaya. Et beaucoup de ministres et beaucoup de responsables. On a vu.
Les gens ont posté ça sur les réseaux sociaux. Je vous le jure, c'était vraiment, quand j'ai regardé les images là, vraiment, c'était la Guinée, là, ce pays-là, notre pays-là, maman a dominé ce pays-là. La danse, ça c'est tout ce que nous on connaît. On n'est pas sérieux. Les autres pays sont en train de travailler pour avancer. Mais nous, on est là, c'est la danse, c'est la mamaya. En plus de ça, des difficultés, beaucoup de Guinéens ont fait très très mal, M. Bangoura. Quand j'ai regardé le prix des moutons aussi, les moutons, le prix variait entre 2 millions, 3 millions, jusqu'à 4 millions à Conakry. Wow. Quand vous comparez, M. Bangoura, le salaire des Guinéens, il y a beaucoup de Guinéens sont payés entre 1,5 million à 2 millions. Nombreux, très peu francs gagnent 3 millions à Conakry. Mais quand on dit un mouton, ça coûte 2 millions, 3 millions. Mais quelqu'un qui gagne 1 million par mois, il ne peut pas acheter le mouton. C'est pratiquement impossible, M. Bangoura. Quelqu'un qui est payé à 1 million de francs guinéens, on vous dit un bélier à 2 millions, 3 millions, jusqu'à 4 millions, ça c'est compliqué ça. Donc il y a beaucoup, ils n'ont pas pu acheter le mouton parce que ça fait plus de 230 euros. M. Bangoura. 230 euros. Quand tu convertis le franc guinéen là, à euros, là, ça va dans les 230 euros. Ça, c'est beaucoup d'argent. Pour un pauvre citoyen, fonctionnaire guinéen qui gagne 2 millions ou 1,5 million, il peut pas. Vous voulez un B là, aujourd'hui, là, une vache, ou bien un B. Ça va, le prix commence entre 8 millions. J'ai vu les prix là-bas, 8 millions, jusqu'à 15 millions, MB, M. Bangoura. Mais ce que les gens font maintenant, là, ils font la cotisation, c'est-à-dire 10 personnes, chacun met l'argent, il paye MB là. Ça peut arranger les gens, quoi. Mais si toi seul, tu dois dépenser 8 millions de francs guinéens pour acheter MB, mais tout ton argent va partir dans ça. Tout ton argent va partir, sera impossible de payer, l'incapacité de payer ça. Parce que ça, c'est beaucoup d'argent, M. Bangoura. 8 millions, 15 millions, ça, c'est beaucoup d'argent. Donc, il y a des gens, vraiment, ils avaient l'initiative d'acheter des moutons, mais vraiment, compte tenu des moyens, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, M. Bangoura, c'est malheureux. Beaucoup ont fait comme ça là, dans la misère, dans la pauvreté à Conakry. Il n'y a pas d'argent. Grâce à nous-mêmes, nous qui sommes à l'extérieur, les Guinéens qui vivent à l'extérieur, qui aident beaucoup à Conakry là-bas. Le moment de fête, là, chacun t'appelle, là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu es obligé d'envoyer quelque chose pour les parents là-bas, pour qu'ils puissent au moins bien manger dans la fête. Mais vraiment, la situation est critique. Vous avez vu, Baouri même a fait une conférence avant la fête, c'était le 4 juin. Elle avait animé une conférence de presse. Il a même parlé, il y a un manque de liquidité. Il demande aux Guinéens de prendre le courage, vraiment de fournir beaucoup de... Vous voyez, c'est une réalité. Il y a un manque de liquidité. Mais Baouri même, il a reconnu ça. Mais il demande à s'adresser à des Guinéens de faire des efforts, que ça va aller, mais il compte le projet Simandou. Avec le Simandou, ça va changer l'économie guinéenne. Mais tout ça là-bas, où il parle dans le vide. Le résultat sur le terrain, c'est négatif. Les Guinéens ne sentent pas le panier de la ménagère. Le Guinéen ne sent pas, M. Bangoura. Les transports même a doublé pour aller à Cancan. Le temps normal, c'était 200 000 francs guinéens. J'ai vu ça. Les gens ont triplé le prix jusqu'à 350 000 francs guinéens. Voire 400 pour quitter à Conakry jusqu'à Cancan, qui était à 200 000 francs guinéens. Mais tout ça là sont les difficultés qui s'abattent sur la tête des Guinéens avec ce CNRD là qui nous ventre à tout moment. L'économie va bien, et le Soumandou est là, 2040, il nous bombarde des mots comme ça là. Mais en réalité, M. Bangoura, la souffrance est sous la figure des Guinéens. Tous les jours, les Guinéens ont fait que souffrir avec le CNRD. Mais Mamadi Doumbé, M. Kamara a rappelé, il est rentré à Conakry avec poussière. Vous avez vu l'image des poussières. À Cancan. Oui, il y avait la rentrée de Mamadi Doumbé, mais il y avait la poussière un peu partout. Quand les cortèges la passent là, la poussière, mais c'est incroyable. Cancan, c'est la deuxième ville de la Guinée. La deuxième grande ville de la Guinée.
ville de la Guinée, Kankan. C'est un lieu qui est peuplé. Kankan, il y a beaucoup de monde. Hein. Ça, il y a le monde à Kankan. Mais quand tout ce monde-là se déplace encore à Conakry pour venir ajouter à ce monde-là qui est à Kankan, là, ça crée des problèmes. Il y a des gens qui ne vont même pas trouver là où dormir, M. Bangoura. Parce que tout ce monde-là qui est parti là-bas pour faire Mamaya à Kankan, là, vraiment, c'est compliqué. Avec tout ça, là, ils vont embêter les Kankanais, les natifs de cette région qui vivent paisiblement. Vous avez vu, il y a même quelqu'un qui a vu sur le lieu, lorsque l'arrivée de Mamadi Doumbouya, ils ont commencé à mettre l'eau pour faire diminuer la poussière. Mais il y a des gens qui disent, mais vous êtes là, ça fait combien d'années? Nous, on respire avec la poussière ici. C'est lorsque Mamadi Doumbouya est venu, vous commencez à mettre de l'eau là pour arroser la vie. Mais c'est incroyable. Donc, nos vies là, ça ne vous concerne pas. C'est seulement Mamadi Doumbouya. Parce que lui, il est venu là-bas, on doit prendre toutes les mesures pour sa sécurité ou autre. Donc, mais la population, elle-même est abandonnée à elle-même. Vous comprenez? Dans notre pays. Vraiment, c'est une réalité, M. Bangoura. Beaucoup de Guinéens ont fêté dans la douleur. Il n'y a pas d'argent. Nous qui ont aidé nos familles là-bas, à Conakry là-bas, qui leur a permis d'acheter des moutons et des condiments. Sinon, les gens qui n'ont pas de parents à l'extérieur, et prendre mais bien sûr, ils ne sont pas. C'est ça qui est arrivé. Maintenant, le cas de Sonko, le Premier ministre, l'arrivée de on avait dit ça, M. Bangoura. La vérité finira toujours par jaillir. On avait dit ça avant même. Il a animé une conférence de presse avec Baouri. La question a été revenue, on a posé la question sur les cas de Founiké Menga à Ousmane Sanko. Mais ce que les Guinéens oublient, lundi là même, j'écoutais une émission live Facebook. Voilà. Et un journaliste là, on parlait, mais pourquoi la question des cas de Founiké Menga, des droits de l'homme, pourquoi Ousmane Sanko ne s'est pas prononcé sur la dossier? Le journaliste même, il est allé même qu'il est fâché contre Ousmane Sanko, mais moi j'ai riais, je suis allé sur leur page là-bas, j'ai fait un commentaire. C'est-à-dire, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent une chose. Comment le monde fonctionne, M. Bangoura. Vous savez, la préoccupation des pays aujourd'hui, c'est l'économie et la sécurité. Ousmane Sanko est venu à Conakry purement dans le cadre économique et le problème et la sécurité. C'était tout, M. Bangoura. Vous m'entendez, hein? Alors? Oui, on t'écoute. Voilà. Donc, Ousmane Sanko, il est venu en Guinée, c'est purement dans le cadre économique et sécuritaire. Quand vous regardez à travers le monde, la préoccupation des pays partout dans le monde aujourd'hui, là, c'est un problème sécuritaire et l'économie. Vous voyez, Donald Trump, nous vivons aux États-Unis ici. J'apprends ceux qui suivent les nouvelles. Donald Trump a pris un décret, une mesure. À partir du lundi, le 9, le mois, la semaine prochaine. Oui. Donald Trump a des problèmes avec Elon Musk. Non, je comprends ça. Je ne parle pas le côté entre ce qui se passe entre lui et Elon Musk. Je ne parle pas ça. Je parle, il y a une décision qu'il a prise. À partir du lundi, le 9, le mois prochain, les ressortissants de 12 pays n'auront plus le droit d'entrer aux États-Unis. Parmi les 12 pays-là, il y a 7 pays africains qui font partie. Mais Dieu merci, la Guinée ne fait pas partie sur la liste. Donc, il a pris des mesures parce que compte tenu de il dit, pour lui, c'est un problème sécuritaire. Il veut protéger les Américains. Vous avez vu à Colorado, il y a eu un attentat. Il y a un gars venant de l'Égypte qui a tenté de faire un attentat à Colorado. Le monsieur là a été arrêté. C'est un étranger, il vient de l'Égypte. Donc, vous avez le problème de l'immigration ici. Donald Trump, il ne blague pas. Donc, c'est ainsi qu'il a pris des mesures en interdisant 12 pays de rentrer maintenant aux États-Unis. Donc, il y a 7 pays qui font partie parmi les 12 là.
Mais heureusement, la Guinée, on n'est pas là-dedans, sur la liste. Donc, pour vous dire quoi, c'est que ce qui préoccupe les Africains, les pays à travers le monde aujourd'hui, c'est un problème sécuritaire et l'économie. Donc, Sanko, lui, il n'est pas guinéen. Il est sénégalais. Il a été élu par les Sénégalais. Donc, si vous avez un problème, ce n'est pas lui qui va venir régler ça. C'est vous qui devez trouver les solutions, les moyens pour régler vos problèmes. Lui, il est venu tout simplement pour le problème économique et la sécurité. Parce que la Guinée fait frontière avec le Sénégal. Nous avons il a même dit que chez lui là-bas, il y a des gens qui ont été arrêtés. C'est vrai. Parce que il y a plus de 5 l'ancien ministre de Macky Sall qui ont été inculpés pour le problème de détournement au Sénégal. Donc, il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre ces 5 l'ancien ministre de Macky Sall. Vous comprenez? Il a dit qu'au Sénégal, il y a des gens qui sont arrêtés. Mais cela ne veut pas dire que Mamadi Doumbouya va aller au Sénégal intervenir sur le dossier. Non. Parce que le Sénégal, c'est un pays souverain, comme la Guinée, c'est un pays souverain. Donc, c'est nous qui devrons trouver des moyens à régler nos problèmes. On ne devrait pas contenter les gens qui vont venir régler nos problèmes. Ousmane Sanko, opposant, est différent de Ousmane Sanko qui est en train de gérer le pays là. C'est ça que les gens oublient. Ousmane Sanko n'est plus un opposant. C'est les gens qui sont à la tête du Sénégal maintenant pour gérer le problème. Et ils ont des problèmes là-bas, comme j'avais toujours dit, au Sénégal, la jeunesse sénégalaise est confrontée avec des problèmes de chômage et l'immigration. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui prennent les pirogues à partir de Dakar là-bas pour aller en Espagne. Donc, comment il faut trouver des solutions pour arrêter cela et trouver l'emploi à ces jeunes Sénégalais qui tentent d'aller ailleurs. Donc, il est confronté à ces problèmes-là. Et le problème sécuritaire, parce qu'il y a des gens, vous voyez ce qui se passe au Mali, il y a 3 avant la fête, il y a plus de 100 militaires maliens qui ont été tués par les djihadistes, M. Bangoura. Il y a des attaques au nord du Mali, à Tombouctou. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a même des images qui circulent. On a arrêté plus de 22 militaires qui ont été capturés. Ils ont filmé ces militaires-là, même ces images-là qui sont en train de sortir, circuler sur les réseaux sociaux, M. Bangoura. Donc, le problème sécuritaire, c'est central. Le problème économique, c'est central. C'est les 2 problèmes-là qui préoccupent tous les pays à travers le monde aujourd'hui. Donc, Ousmane Sanko, lui, il est venu pour régler ça, pour trouver une solution entre les 2 pays-là, sur le plan économique, parce que la Guinée, vous pouvez produire en Guinée et aller vendre au Sénégal, et l'immigration aussi. Il y a des Sénégalais qui vivent en Guinée, et comme il y a des Guinéens qui vivent au Sénégal, il a même dit qu'il a connu Ousmane Mamadi avant d'être président. Ils se connaissent entre les 2 là. Il y a une relation entre les 2, Ousmane Sanko et Mamadi Doumbouya. Avant même Mamadi Doumbouya soit président, et lui-même soit premier ministre là-bas au Sénégal. Donc, il y a cette amitié. C'est pourquoi, lorsqu'il a rencontré Mamadi Doumbouya, il était content. C'est comme il a retrouvé ses amis, ses anciens amis, M. Bangoura. Donc, Ousmane Sanko ne peut rien régler notre problème. Si nous voulons régler nos problèmes, M. Bangoura, c'est à nous-mêmes de prendre notre destin en main. On pourrait faire comprendre les Guinéens. D'accord, ouais, d'accord. Ah ouais, en tout cas, Ousmane Sonko nous a donné, il nous a fait une leçon de morale, quoi. Et ça, ça doit vraiment donner un exemple à la classe politique guinéenne. Si nous devrons vraiment, si nous sommes conscients, nous voulons aider la Guinée, nous devons faire comme Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est jamais venu en Guinée pour demander à la classe politique de l'aider à mener sa lutte. C'est en Guinée seulement que je vois Sissoko qui dit il faut intervenir dans le cas de Foni Kemengue ou de Bilo ou de eux, ils sont qui? Ils se sont lancés dans une lutte comme Sonko. Vous demandez à Sonko de demander pardon, mais comment c'est pas possible. Non, il faut rêver debout. C'est la classe politique qui a démissionné en Guinée et la société civile. C'est les 2 là qui sont démissionnés en Guinée. Par les autres pays,
la classe politique est très forte, la société civile est très forte, mais chez nous, c'est le contraire. Chacun est en train de se battre pour avoir son intérêt. Vous comprenez? Donc tout le monde a démissionné. Le champ est libre avec Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi il se promène partout maintenant pour Conakry à l'intérêt du pays. Il est tranquille, il dort tranquille. Il a notre l'argent, la banque, il a notre banque centrale, il a la main à notre armée, notre police. Donc c'est lui seul qui est en train de gérer aujourd'hui, M. Bangoura. Tous les propagandes, vous voyez les démagogues qui partout il va, il est suivi. Vous voyez le gars là, le jeune frère de comment il s'appelle, Malik sans frontières. Malik sans frontières. Mais les gens là, c'est des démagogues. Il est là, il appelle Mamadi Doumbouya, il fait la photo avec Mamadi Doumbouya. Et le président de la transition, il fait la photo avec Mamadi Doumbouya. C'est notre président, c'est notre fama. C'est la démagogie. C'est là qui se passe à Kankan aujourd'hui. 3 jours, 4 jours là, c'est la démagogie à Kankan. Fama, il appelle, Yombono, c'est le petit frère de Malik sans frontières. Il est là-bas. Il commence avec 6 gardes d'école. Il est gardé, hein? Le jeune est gardé. Parce que c'est l'État qui donne tous les moyens. Il va, il appelle Mamadi Doumbouya. Il vient, on va prendre le photo. Je voulais comme ça, il parle. Mamadi Doumbouya vient, il prend le photo. Il dit, c'est notre femme. C'est l'Anna Massacre. Quelqu'un va changer la vie des Kankanais. Mais le problème, c'est que je vois, ils ont embrouillé Mamadi. Ils profitent quoi. Les jeunes là, ils travaillent pas. Mais tous les jours, il fait vidéo. Il est en train de circuler dans les bureaux. Anna Famake, Mansake, c'est notre président. C'est lui qui peut régler le problème de la Guinée. Mais c'est la démagogie. Chacun cherche à manger, M. Bangoura, il faut comprendre. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui se promène partout, il chante le nom de Mamadi Doumbouya. Il faut comprendre. Il faut comprendre, ouais. Non, mais je comprends. Ils n'ont qu'à, comme ils aiment bien, c'est comme ça, ils gagnent son petit frère. C'est pas grave, il n'y a pas de problème, c'est Mamadi. Voilà. Ils sont en train de profiter sur Mamadi, ils n'ont pas profité sur RPG. Donc, ils sont en train de profiter sur Mamadi Doumbouya. C'est les gens là qui supportaient RPG, tu comprends? Ils n'ont rien gagné. Maintenant, le jeune Mamadi Doumbouya est venu. La porte, c'est une chance, est ouverte pour eux maintenant. Vous comprenez? Que Dieu sauve la Guinée. Alors, on ne va pas durer, c'est la fête aujourd'hui, M. Camara. Ousmane Ba, je crois que Ousmane Ba est occupé, tu sais, c'est la fête. On ne va pas durer. On va laisser nos auditeurs fêter Sissoko demain. Voilà, je crois qu'il y a eu un problème d'heure là. Parce que Bondi devrait nous joindre à partir de 5 h du matin de l'Arabie Saoudite. Mais il est 2 heures comme ça. Voilà, je crois qu'il va se réveiller. Peut-être on va faire. Mais Bondi peut venir le dimanche. Le dimanche c'est bon. Le dimanche c'est bon. Voilà. Le dimanche c'est bon. Tandegbe, voilà, c'est ça. On peut parler de tous les scandales, ce qui s'est passé, le président. Voilà, c'est ça. On va parler de tout ça. Là. On va lui envoyer un texte message. Voilà, ça sera à 2 h du matin à partir de l'Arabie Saoudite. Ouais, le dimanche c'est bon. Ouais, on peut faire ça. Donc, merci d'être venu. M. Camara, M. Sousman, merci. À toute une bonne fête encore, à tout un chacun. Voilà, M. Camara, si vous avez un dernier mot, rapidement. Demain, on se retrouve dans l'émission Le Grand Débat. On va voir si on peut faire. C'est ça. Merci d'être venu. Voilà. À demain. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Sissoko, une dernière analyse rapidement. On va appeler Maître B à demain, Sissoko, voir qu'est-ce que lui compte faire pour la femme d'Omani, quoi. Parce qu'on a exploité la femme là. Et les investigations là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la femme là, elle est illettrée. Aujourd'hui, elle est en train d'accepter tout ce qu'on l'a dit. Elle dit, j'accepte. J'ai telle somme, j'accepte. J'ai telle somme, j'accepte. Et ceux qui ont mis la femme là dans les faux problèmes, ils se promènent encore en ville. Sissoko, c'est grave. C'est très grave ce qui se passe.
L'escroquerie qui s'est passée, le prénage, c'est vraiment une honte pour notre pays, M. Bangoura. C'est une honte. Et la Ligue islamique, ils sont impliqués. Il y a beaucoup de responsables de la Ligue islamique, ils sont impliqués là-dedans. Le problème du prénage est devenu le business en Guinée. Chaque année, on crée des agences de voyage de fantômes pour tirer le sou dans la main des pauvres Guinéens qui viennent même à l'intérêt du pays. Donc c'est ça qui se passe. Si l'État doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette pagaille-là. Chaque année, c'est la même chose. Mais l'État a reconnu les responsabilités, qu'il y a eu des failles. Donc il demande pardon. Même aujourd'hui, Amara, il a pris la parole au niveau de la prière. Il a demandé pardon à ces victimes-là, qu'ils vont prendre toutes les mesures. Et l'année prochaine, ils seront les premiers à être dans la liste qui vont les gens qui doivent aller à la Mecque. Donc on va les suivre. En tout cas, vraiment, c'est une honte, M. Bangoura, ce qui nous arrive. L'escroquerie à tous les niveaux. Mais comme dimanche, on va reprendre ce témoignage. Merci beaucoup pour le débat. Bonne fête à tout le monde. On va continuer à manger les moutons là. Voilà. On a beaucoup de moutons là, on est en train de manger là. On va continuer à manger les moutons. Merci à vous également. Merci à tous nos auditeurs. On se reprend demain dans l'émission Le Grand Débat et on recevra Bondi le dimanche dans l'émission Tandegema. Et bonne fête et à demain.